dis donc, avec ce qui se passe en ce moment, ce film tombe à point nommé. Mais c'est un jour en route pour Saigon pour parler de Dice Five Blood de Mr. Spike Lee. Quand c'est l'ami Spike, je suis toujours enthousiaste, je suis toujours content de voir ce qu'il va nous proposer, même si pendant une période c'était vraiment très chaud. Mais il est revenu du diable au vert avec le récompensé Black Clansman, pas son meilleur, mais il était de bonne facture. Et là il revient par la petite lucarne, Netflix, qui rechoppe encore un grand réal, décidément encore un gros blaze au palmarès. Mais on va dire que c'est pas du cinéma parce que ça passe à la télé, mais ferme ta gueule putain. Tais-toi mon ami, parce que ce film est un grand film. Du moins pour ma part, parce que c'est Spike Lee, et Spike Lee, il divise. Et j'avoue que je n'ai pas honte de te dire que je fais partie du côté de ces grands fans. Sincèrement, avec tout ce qui se passe sur notre planète en ce moment, qu'est-ce que je suis content qu'il revienne au goût du jour. Parce que c'est ce genre d'artiste dont on a besoin, parce qu'il va nous questionner. C'est un mec de parti pris. Des fois on va être pour, des fois on va être contre, mais il y aura toujours matière à débattre et à réfléchir. Et ça c'est bon. C'est pour ça que Spike, il est kiffant, tu vois. Et avec ce long métrage, il ne déroge pas à la règle. Une magnifique fresque, malheureusement nécessaire, car c'est un devoir de mémoire, qui se reflète sur notre actualité et sur notre humanité qui se fracture un peu plus de jour en jour. Et même celui-là, même s'il n'est pas passé au ciné, et même s'il n'est pas passé à Cannes, je trouve beaucoup mieux que Black Clansman, qui était très bon, qui était même un peu trop pédagogique, mais je trouvais qu'il manquait de rythme, tu vois. Il avait quelques fulgurances, surtout sur cette scène de fin, qui m'ont complètement pris à la gorge. Et bah là, c'était la même chose de l'introduction, mon pote. Il y a des images d'archives qui sont d'une violence, qui t'imprègnent, qui vont te marquer à jamais. Et là, c'est un gros warning, mon pote, si t'es sensible. Faut pas mater ça, tu vois. Car là, on voit la guerre du Vietnam, comme si on y était. Une petite balle dans la tête qui passe, et il met en avant même les enfants, et là, c'est pas possible. Je veux pas me mettre les gosses. Pas en face de moi, ça passe pas, tu vois. Ça passe pas, et je suis encore troublé, même quand je t'en parle maintenant, tu vois, j'ai la boule au ventre. C'est humainement insoutenable. Donc Spike, franchement, j'ai envie de te mettre une droite dans la gueule. Je te kiffe, hein. C'est bien ce que tu fais. Et putain, préviens. Donc tu vois ce qu'il avait fait avec Charlotte Hill dans le précédent. Il y a un vrai lien avec cette introduction de motherfucker, même si mes Marvin Gaye, dont d'ailleurs il faut faire un biopic, le contraste est encore plus saisissant. Et ça va nous introduire tous ces personnages, et ça va nous introduire aussi les conséquences quand il y a la guerre du Vietnam sur ce pays, parce qu'à travers toutes ces luttes idéologiques, on voit que Saigon est une métropole à part entière, avec toutes ces marques de merde. Gros clin d'œil à ce film culte qui est Apocalypse Now, qui ici est utilisé comme un logo fashion. Et même à travers le film, à travers ces personnages, comme c'est un film de quête, il y a un vrai lien avec ce que nous avait proposé Coppola. Parce qu'on va suivre cette band of brothers, donc la première partie du film qui nous sont bien présentés. Personnages bien dépeints, qu'on voit dans leur situation actuelle, ils sont tous différents. Ils viennent pour retrouver le corps de leur frère d'armes, et aussi pour ramasser quelques petits lingots d'or, de l'or pour les braves. C'est bien ce film. Histoire d'arrondir leur fin de vie, ils l'ont bien mérité. Et c'est vrai que le film, que j'ai kiffé dans sa globalité, m'a un peu décontenancé, parce qu'il y a deux vraies parties, tu vois. Il y a toute une partie où tu les suis, c'est un film de brothers, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de traîner avec eux, il y a de l'humour, il y a de la réflexion, je t'ai dit, ils ont différentes motivations et différents points de vue. De un qui est un fervent supporter de Donald Trump, ça aussi c'est un bon questionnement. Comment ce président a réussi à capter ces mecs qui étaient meurtris, qui étaient en PTSD comme lui, après sa guerre, et tu vois que cette guerre est encore en eux, et qu'ils arriveront jamais à s'en dépêtrer. Ici, ils viennent faire leur deuil de leur ami, mais tu sens encore qu'ils sont touchés par ce qui s'est passé 50 ans plus tôt. Ça part pas comme ça, ils ont quelques petites affaires à régler, et comme le film est très bien gaulé, et que Spike Lee donne un bon rythme entre le documentaire et ce qu'ils vivent, je vois que ces mecs étaient en guerre perpétuelle, ils étaient en guerre à l'intérieur de leur pays, avec la lutte pour les droits civiques, la ségrégation, tout ce qui s'est passé par rapport à la population black, et ils étaient aussi envoyés à la guerre au Vietnam, dans un pays dont ils ne connaissaient pas l'existence. Donc tu vois qu'ils étaient jamais chez eux, tu vois qu'ils étaient complètement perdus, mais ils avaient trouvé une motivation, une raison de vivre, à travers ce guerrier légendaire joué par Chadwick Boseman, et ça permet plein de choses à l'intérieur de ces personnages, et aussi à l'intérieur de moi, téléspectateur. Parce qu'en plus des liens d'amitié, il y a aussi des liens familiaux, avec ce qu'ils ont laissé au Vietnam, avec ce qui s'est passé aux États-Unis aussi, avec le fils de Delroy Lindo qui est là. Ils vont partir dans ce road trip, en longeant le Mekong avec de magnifiques paysages. Et ce qui est très bien, et là je le remercie, c'est que Spike Lee n'a pas éludé le Vietnamien. Bien sûr, c'est du point de vue de ces 4 hommes, mais aussi on voit les conséquences sur les Vietnamiens, sur les jeunes Vietnamiens de maintenant, qui aussi l'ont subi, parce que là aussi les conséquences sont énormes par rapport à ces gens. Même quelques générations plus tard, les mecs sont imprégnés de cette guerre. Cette guerre est partout, dans les monuments, tu vois qu'il y a des tanks dans la rue qui symbolisent ce qui s'est passé à l'époque, ça te pose question. Et c'est un pays qui est complètement à part, parce que c'est le premier bled que j'ai connu à travers la guerre. C'est pas un bled genre tu vas y aller en touriste, c'est à travers tous les films que j'ai vus, de Rambo, en passant par Apocalypse, en passant par Platoon, tous ces films-là ont symbolisé le Vietnam que par la guerre. Et même dans les expressions du quartier, c'était « Ouais, c'est le Vietnam ici ou quoi ?» C'est triste, putain. Donc très cool, mais attention, point de rupture. La deuxième partie, my god, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Parce que là, on rentre totalement dans un film de guerre, dans un film aussi limite de casse. Le mec, il a encore une patte de réal très forte. Il a réussi à mixer des images, soi-disant d'archives, qui font documentaire, avec l'écran qui se transforme en 4 tiers. Et très bien aussi de regarder les acteurs avec leur même physique. Pas de rajeunissement en CGI, à part sur la photo de fin. Ça aussi c'était très bien parce que ça nous donnait une dimension complètement onirique avec Chadwick Boseman qui joue ce rôle complètement fou, une sorte de guerrier mystique avec une philosophie très forte, à emporter complètement ces mecs. Et je comprends pourquoi ils l'aimaient, avec tous les débats qu'ils avaient sur la condition de l'homme noir, avec la mort de Martin Luther King. Il y avait des moments vraiment très forts. Et bordel, quand ça défouraille, moi je m'y attendais pas, putain, c'est des putains de scènes d'action. Et Spike Lee fait-nous un film d'action, bordel. Donc ouais, c'est des arsenals, mais j'ai complètement adhéré. J'étais vraiment
pris du début à la fin, par le cheminement, pris par le parcours de ces hommes qui vont évoluer tout au long du film, et malheureusement nous donner des résolutions qui vont être malheureuses, qui vont être violentes, mais quelque part logiques, et aussi heureuses, parce qu'il y a quand même un happy ending au niveau d'un de ces personnages. Je te spoil pas, mais c'était vraiment fantastique. Franchement, Spike Lee il est revenu à un de ses levels, je m'attendais pas du tout à ça, et surtout par rapport à un film Netflix, tu vois, je pensais vraiment qu'on allait rester sur le road trip, sur la pensée, sur le syndrome post-traumatique, sur les liens familiaux qui se refont. Mais j'ai pris une grosse baffe, surtout quand tu vois la performance incroyable de Delroy Lindo. Delroy Lindo, mon pote, c'était un second couteau des années 90. Le mec, il est toujours impeccable. C'est même, en étant un second rôle, il éclatait les rôles principaux. Quand je pense à La Rançon, pour moi, c'est lui le héros du film, c'est pas Mel Gibson. Pareil dans Les Princes de la Ville. On le voit vraiment à partir de la moitié du film. Le mec, c'est un tueur, il a un charisme de dingo. Il fait tout le temps le taf, il est impressionnant aussi dans Clockers. Mais alors là, mon pote, il lâche la performance de l'année, quoi, tu vois. Là, je pense qu'on peut pas le détrôner. Je sais pas s'il y aura des Oscars avec ce qui s'est passé avec le Covid. Mais mon pote, il est trop chaud! Complètement ébloui. C'est du Spike Lee, donc il y a du brisage de quatrième mur. Le mec, quand il parle à la caméra, quand il commence à partir dans ses monologues, c'est terrifiant de talent, putain. Il m'a tué, je pourrais jamais être acteur, moi, il est trop puissant, le gars. Pareil, c'est même plus de la fulgurance, mon pote, il t'envoie des scènes de violence. En gros, il y a des mines antipersonnelles. Ça va être utilisé. Il y a une sorte de fort à l'amour. Tu te dis, non, il va pas faire ça. En fait, il va trouver une petite pirouette scénaristique. Il va pas t'emmener ici. C'est pas assez subtil. Bah non, en fait. Non. Un vrai gunfight à la vie à la mort. Une vraie scène de guerre de malade où tu sens que la paix est impossible. Parce que l'homme ne pourra jamais être d'accord. Del Cocorico, Jean Reno, et c'était marrant de le voir ici. Et une qui a failli me sortir du film mais qui m'a agréablement surpris parce qu'on la voit un petit peu plus après. Mélanie Thierry. Je me trompe tout le temps avec Mélanie Laurent. Est-ce que c'est la bonne Mélanie? J'aime pas ce genre d'actrice d'habitude, mais là franchement ça passe bien, tu vois. Il a bien utilisé le contraste. Parce que Spike Lee quand il fait ses petits guests là, quand il avait mis Jamel Debbouze sur She Hate Me, comme il m'a même foutu les boules. Pas faire ce genre de choses mon gars. T'as des acteurs de talent, tu ramènes tout le temps du lourd au niveau de tes acteurs principaux. Arrête de ramener des seconds rôles de Booz comme ça. Mais j'avoue qu'elle s'est bien débrouillée, tu vois. Par contre, Paul Walter Hauser, c'est vraiment le caméo parce que le mec, c'est son pote, il l'a fait jouer dans son précédent film. Si tu ramènes un acteur maintenant de ce talent qui a prouvé qu'il était vraiment chaud, pourquoi tu lui donnes pas un peu plus de matière? C'était un peu dommage. Bon, Clark Peters, c'est la classe. Très The Wire. Mon gars, tu sais très bien qu'il va faire le taf. On va juste parler d'un mec, une révélation que j'avais vue dans Captive State. Jonathan Majors. Il est aussi magnifique. C'est vraiment la part jeune américain, complètement dépassé par ce qui se passe par rapport à ses aînés, et en plein tourbillon de ce qui va se passer par rapport aux États-Unis à l'heure actuelle. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le film. Ah si, j'ai failli oublier de te dire, mon pote, la photographie, mon pote. Exploitation des paysages de la jungle vietnamienne. C'était splendide, il y avait des plans de ouf. Comme je te dis, il a bien utilisé les images d'archives où tu les vois en train de se fighter et les images actuelles. Ça donnait un super beau contraste. Tu passes en 16 mm et tu passes en HD, c'était vraiment magnifique. Vraiment à louer le travail de Newton Thomas Sigel. Le mec a officié dans pas mal de bons films, il fait toujours de l'excellent taf. Là c'est super propre. Et si tu es un aficionado des films de Spike Lee, j'ai même pas besoin de te mentionner le talent énorme de Terence Blanchard. Mon pote, il nous a lancé des scores de ouf. Pardon, j'ai promis de pas chanter, mais j'ai quand même chanté, tu vois. Pour conclure sur Frères de Sang, c'était vraiment magnifique. Un film que je te conseille, un film incontournable, un film auquel on doit se confronter parce que c'est pas la joie, tu vois. Mais tu dois le voir. C'est une belle œuvre à la fois documentaire, à la fois artistique. J'ai du mal à te le dire aussi, mais je pense que c'est des... dans les top Spike. Le mec a fait une vingtaine de films et il arrive encore aujourd'hui à me donner de l'émotion, à me questionner, à me faire gerber parce que il y a des choses qui sont vraiment trop violentes et tu vois, je l'ai vu une fois, je suis même pas sûr d'aller le revoir une deuxième fois parce que il m'a trop choqué. C'est un des plus beaux films de 2020, un des films les plus essentiels pour moi, encore un miroir de la société qui se reflète parfaitement et c'est pour ça qu'on kiffe le cinéma, mon pote. Terminus pour The Five Bloods. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film? Mets-moi un commentaire de vétéran. Et d'ici là, je t'envoie magnifique peace and love. Plus que jamais, les gars.